Les punaises n'ont jamais fait partie de nos animaux préférés, mais il en est une qui accumule les défauts en étant non seulement une espèce invasive, mais aussi une squatteuse hivernale de nos logements. C'est la punaise diabolique. Non, c'est pas une rancœur personnelle, c'est vraiment son nom, et il en dit long sur l'estime que l'on a pour cet animal. Déjà, punaise en latin, ça veut dire qui sent mauvais. Mais en plus, celle-là, elle est apparentée au diable parce qu'elle provoque des dommages aux fruits et aux cultures, et faut au moins être une créature des enfers pour s'attaquer aux plantations humaines. D'ailleurs, sur ces critères, mon chat est aussi diabolique. Cette espèce appartient à la famille des Pentatomidae, un groupe de punaises aux antennes divisées en 5 segments, alors que les autres familles n'en ont généralement que 4. La punaise diabolique est relativement discrète. Elle est brune, mesure environ 17 mm, et on la différencie de la punaise nébuleuse par ses 2 marques claires sur les antennes et au motif blanc triangulaire sur les bords de son abdomen, alors que la punaise nébuleuse a 3 marques sur les antennes, des taches blanches plus arrondies et des points sur la membrane des ailes. Contrairement à cette dernière qui est native de France, la punaise diabolique est une punaise asiatique, originaire de Chine, du Japon, de Taïwan et de Corée. Elle a été introduite accidentellement sur le continent américain dès 1996 en Pennsylvanie et en Europe au début des années 2000 au Liechtenstein. J'ai jamais prononcé ce mot. Et en Europe au début des années 2000 au Liechtenstein et en Suisse. Elle a été détectée pour la première fois en France en 2012 près de Strasbourg et a conquis en 2019 plus de la moitié du territoire. Nous avons donc importé malgré nous cette punaise via des échanges commerciaux. Le problème, c'est qu'elle a trouvé ici exactement ce qu'il lui fallait pour prospérer, un climat doux et de la nourriture à volonté. Il faut dire qu'elle n'est pas difficile ni en termes d'habitat, elle se plaît un peu partout même dans les villes tant qu'il fait pas trop froid, ni en termes d'alimentation, puisqu'elle se nourrit au détriment d'un très grand nombre de plantes sauvages ou cultivées, parmi lesquelles des arbres, des fruitiers, des céréales, des légumes, et ce grâce à des pièces buccales en forme de paille, entourées de stylets rigides qui lui permettent de percer les tiges, les graines ou les fruits pour en aspirer la sève ou le jus. Quand elles ne sont pas occupées à siroter les végétaux, les punaises diaboliques peuvent occasionnellement parcourir plusieurs kilomètres en vol, en moyenne 5 à 6 km, à la recherche de leur prochain lieu de villégiature. Mais le record de distance parcourue en un jour est de 117 km. Vous vous demandez comment on a pu mesurer ça? Eh ben, c'est en attachant la punaise sur ce qu'on appelle un flight mill, littéralement moulin à vol. Je vous montre une partie du procédé ici avec une mite. On colle une petite tige sur la tête de l'animal et on fixe cette tige à un bras rotatif, ce qui permet, grâce à des outils de calcul, de mesurer la distance parcourue. C'est à se demander qui est réellement diabolique. Il y a un autre domaine dans lequel les punaises diaboliques performent, c'est la reproduction. De mai à août, les punaises émettent des phéromones pour attirer des partenaires et se reproduisent jusqu'à 20 fois par jour. Une vie bien remplie qui dure environ 5 mois et au terme de laquelle les femelles punaises laisseront derrière elles environ 450 œufs. Après éclosion, ces œufs passeront par 5 stades larvaires, sans ailes, donc forcés de se déplacer à pied pendant les 50 jours que dure leur croissance. Fort heureusement, les stylets de la punaise diabolique ne peuvent pas traverser notre peau, donc les dégâts de cette punaise s'arrêtent aux végétaux. Mais ils représentent malgré tout un gros impact économique pour les exploitants agricoles. Pour le reste de la population, c'est plutôt l'odeur qui est dérangeante. Comme toutes les Pentatomidae, les punaises diaboliques relâchent une substance malodorante quand elles sont stressées ou dérangées, ce qui fonctionne très bien pour repousser les prédateurs, mais qui n'arrange pas nos affaires, car à l'automne, après que les punaises aient passé le printemps et l'été à se régaler, elles entrent dans nos maisons, ce qui nous oblige parfois à les manipuler et donc à recevoir les émanations diaboliques. Ces effractions se font parfois en grand nombre, car même si elle vit généralement seule, la punaise diabolique n'est pas contre un peu de compagnie pour passer l'hiver. Quand l'automne arrive, elle cherche un tronc creux, un terrier, ou s'invite dans nos logements et elle envoie une phéromone d'agrégation qui attire les punaises alentour. L'attroupement ainsi constitué est beaucoup moins sensible aux pertes de chaleur et d'humidité qu'une punaise seule. En parallèle, leur métabolisme se ralentit fortement, ce qui leur permet de passer l'hiver sans se soucier de manger. En dehors de ses aires d'origine, la punaise diabolique a peu de prédateurs spécialisés, ce qui contribue à favoriser son installation et son expansion. Elle est malgré tout une proie pour les oiseaux, insectes, araignées et rats, et un hôte recherché par les guêpes parasitoïdes. Quant à nous, il nous reste à nous rappeler qu'elle vivait une vie paisible à l'autre bout du monde avant que nous l'introduisions chez nous, et à nous satisfaire des emplois créés pour lutter contre son espèce. Peut-être n'aviez-vous jamais pensé à vous reconvertir en opérateur de moulin à vol. Bisous!